Enfin, c'est quoi le point enfin, tu peux faire mieux la mitzvah si tu prends des matzot main. Enfin, je sais pas, il y en a qui sont marmirim de prendre des matzot main par rapport aux machines. Alors, moi, je vais vous dire ce que je fais. Je prends des matzot yad parce que je préfère le goût. Et que ça me ballonne moins, je trouve. Non, alors d'où ça vient cette histoire de matzot yad ou machine? Il y a deux aspects. Bon, évidemment, matzot machine, ça n'existait pas il y a 200 ans. Okay. Euh, et le truc, c'est qu'il faut vraiment le grand point de discussion, c'est que il faut que les matzot soient faites avec l'intention de faire des matzot pour la fête et pour le seder en particulier. D'accord, les matzot du seder doivent être faites avec la kavana, avec l'intention que ce soit des matzot pour le seder. Donc, c'est posé la question quand on a commencé à faire des matzot machines, si vous voulez, du lien entre l'intention et l'acte. Parce que comment ça se passe quand on lance la machine à matzot, on appuie sur un bouton, d'accord. Et ensuite la machine est faite toute seule. Donc c'est une interrogation philosophique très très profonde finalement de savoir est-ce que quand il y a un acte intentionnel, il suffit que l'intention soit présente au geste initial qui va lancer le processus, ou est-ce qu'il faut que l'intention accompagne chaque étape du processus? Si on est dans la deuxième solution, alors quand vous appuyez sur le bouton de la machine, finalement, il y a une déconnexion temporelle entre le geste accompagné d'une intention, qui en fait qui n'est pas un geste de fabrication des matzot en tant que tel, c'est appuyer sur un bouton, et le fait que la machine va fabriquer les matzot toute seule. Ça a aussi des conséquences dans les halachot de Shabbat, par exemple, d'accord, puisque ça rejoint ces préoccupations-là qu'on a dans les actions interdites à Shabbat, d'une action directe versus une action indirecte qui a une conséquence nécessaire, qu'on appelle psychréché, ou qui a une conséquence possible, qui va s'appeler gramma. D'accord. Ça rentre dans toutes ces questions-là. Donc, il y en a qui considèrent qu'à partir du moment où finalement, peu importe la décomposition du geste, à partir du moment où on appuie sur le bouton pour fabriquer des matzot, ça s'appelle qu'on a la kavana de faire des matzot, parce que pour le coup, il n'y a pas ensuite une kavana propre à la machine qui entre en jeu. D'accord. C'est pas comme si on demandait à un esclave de le faire, qui a sa propre conscience et sa propre intention dans la chose. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il est plus technique. Il est d'un souci de cache-route des matzot en tant que tel. Parce que, et ça dépend des machines qui sont utilisées, il y en a certains qui se sont enlevés contre les matzot machines en disant que finalement, la façon dont les matzot sont cuites sur la machine, sur une sorte de tapis roulant en fait, d'accord. C'est-à-dire que vous avez de la pâte qui va être découpée, et qui ensuite qui va passer sur un tapis roulant pour griller. Vous savez, comme je ne sais pas si vous avez eu ça en colo ou en internat ou en yeshiva, à Gateshead, ils avaient ça, ils avaient des grille-pains avec tapis roulant. Vous posez votre toast et ça avance Oui, dessus et ça sort de l'autre côté du tapis roulant grillé. Okay, mais à aucun moment on peut dire que c'est pas tout à fait le même processus de cuisson que dans un four où il y a un choc thermique, on va dire, où la matzah à l'instant T0 elle est hors du four et à l'instant T epsilon elle est dans le four et tout de suite saisie par la chaleur. Donc il y en a qui disent que ça peut poser problème. Mais en même temps, tout ça c'est des préoccupations de riches, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, Baruch Hashem, nous, on vit une situation
vous allez, je ne parle même pas d'aller à Hyper Cacher, vous allez à Carrefour, vous trouvez de la matzah Yad, la méadrine, minaméadrine, en pile de 2 mètres de haut. Et le seul obstacle, c'est le budget. C'est sûr que le budget, c'est un obstacle, il ne faut pas le nier non plus. Et donc, c'est mieux de prendre de la yad, on va dire. Quoique, il y avait des autorités rabbiniques qui disaient qu'il y avait moins de problèmes de cache-route sur les matzot machines. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de problème de cache-route sur les unis et les autres. Si on peut prendre de la yad, c'est aussi bien, voire mieux. Si on ne peut pas, pour une question de budget, parce que ça coûte très cher quand même, d'accord. On va parler des shiurim qu'il faut, mais ça peut aller vite, le coût. On peut tout à fait prendre des matzot machines, à condition, si on peut, de les trouver shmura. Ça, il faut qu'on en parle aussi, la différence entre matzah shmura et matzah pas shmura. Il y a de toute façon, la Gemara, elle parle que voilà, qu'il faut qu'il y ait une surveillance de la farine qui va servir à faire la matzah, et il y a une discussion dans la Gemara de savoir si la surveillance elle commence à partir de la mouture, à partir du moment où le blé est moulu, ou si ça commence à partir du moment où le blé est coupé. Toutes les matzot que vous avez trouvées qui sont cachées les Pessah, elles sont de toute façon surveillées depuis le moulin. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'autorités rabbiniques qui pensent que pour le Seder au moins, il faut des matzot qui sont surveillées depuis la moisson. Et donc c'est ça qu'on appelle matzah shmura, même si en réalité la matzah no shmura est aussi surveillée. Donc si on peut prendre de la matzah shmura, la fortiori yad, pour le Seder, c'est mieux. Si on se trouve coincé et qu'il n'y a pas autre chose, et ben on prend de la matzah kasher le Pessah normale. Et ça marchera aussi, et il ne faut pas se mentir, c'est comme ça qu'on faisait il y a encore une trentaine d'années dans la plupart des familles. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Oui, je parlais du chiour. Il y a des grandes discussions là-dessus. Moi, ma pratique personnelle, c'est que je considère que un kazaït, j'ai un tableau qui circule, il faudrait que je vous montre. Je le partagerai après. Un kazaït, c'est en gros un tiers de matzah yad. Okay. Ça, c'est le chiour parmi les plus exigeants. Sachant que donc il faut un kazaït pour motzi et un kazaït pour matzah. Il faut un kazaït pour korer. Et il faut un kazaït, selon certaines opinions, 2 kazaït pour afikoman. Okay. Donc, en gros, il faut entre 4 et 5 kazaït. Si on prend les tailles totales, Jonathan, je ne vois pas en entier ta question, j'y réponds après. Si on part là-dessus, ça veut dire qu'il faut compter en gros une matzah yad et demi par personne et par seder, rien que pour la matzat mitzvah. Okay. Bon, ça, c'est un point. Il faut savoir d'une part que c'est un chiour la méadrine, on peut partir sur la moitié, et il faut, à mon avis, raison garder. Okay. C'est-à-dire que quand on parle de kazaït, c'est la mesure minimale qui s'appelle manger. Donc, s'il y a des gens qui ne peuvent pas manger tout ça, pour eux, ce n'est pas la mesure minimale, ça dépasse leur mesure maximale. Okay. Donc, en pratique, qu'est-ce que je fais moi quand on organise un seder? Je distribue
à tous les participants la même chose que je me sers moi, c'est-à-dire voilà, 2 tiers pour Motzi Matzah, 1 tiers pour Korer, 2 tiers pour Afikoman. Après, les gens, ils mangent ce qu'ils peuvent. Par définition, si les gens ont du mal à manger plus que ce qu'ils mangent, c'est qu'ils sont largement au-delà du minimum requis. Donc, il ne faut pas commencer à se stresser et à faire des disputes là-dessus. Ah, tu n'as pas mangé shiur chazonish, etc. Ce n'est pas la question. On est là pour faire des mitzvot qui sont à mesure humaine. Yoni, j'ai vu ta question, tu me disais, oui, alors, bienveillante et papouchado. Alors, il faut savoir que ça fait partie des minagim du mois de Nissan que de parler de la bienfaisante et des papouchados. Puisqu'on fait ça tous les ans, le débat revient à chaque fois. Alors, je vous explique. Je suis algérien, donc je considère que c'est un issour de la Torah que de dire du mal de la bienfaisante. On va commencer comme ça. Non, c'est-à-dire que, donc, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, la bienfaisante, c'est une très ancienne et très vénérable marque de matzot à-l'oranaise que vous connaissez. C'est les rondes un peu épaisses et ils font aussi les galettes à l'orange, et les petits biscuits à l'orange, et les galettes rondes à l'orange, et les galettes rondes au vin, et les petites galettes, les petits crackers matzah, etc. Qui se trouve à Agen, qui a toujours été certifié par le Beit Din de Paris. Il y a eu une époque où il y avait des rumeurs qu'au niveau technique, effectivement, au niveau du processus de fabrication, il y avait un peu, pas forcément de laisser aller, mais un peu de routine qui faisait que ce n'était pas fait de la manière idéale. Il y a maintenant presque 10 ans de ça, je dirais, Rav Adayan Yirmiyahu Cohen, quand il était à Beddin de Paris, il a fait une visite là-bas. Il a vérifié ce qui allait, il a relevé ce qui n'allait pas, il a donné des nouvelles instructions. Donc, normalement, les gens là-bas sont formés et savent comment il faut faire et ont corrigé les éventuelles insuffisances qu'il y avait à l'époque. Voilà. Ça, c'est un premier point. On peut soulever la question, les gens disent « Ah ouais, mais elles sont grosses, comment est-ce qu'une matzah aussi épaisse peut être pas chametz ?» Parce que nous, on est habitué à des matzot super fines, etc. Il faut savoir que les matzot qui font 1 millimètre d'épaisseur qu'on a aujourd'hui, c'est extrêmement récent. C'est extrêmement récent. D'après la Torah, d'après le Shulchan Aruch, il est possible de faire du pain matzah, du pain azim, jusqu'à 1 téfar d'épaisseur, okay, c'est-à-dire un peu moins de 10 cm d'épaisseur. La preuve, c'est que dans le Beit Hamikdash, l'Echem Apanim, le pain de proposition qui restait toute la semaine dans le Kodesh pour être consommé par les Kohanim, à la fin de la semaine, c'était de la matzah et ça faisait 1 téfar d'épaisseur. Donc c'est de là qu'on l'apprend. Et le Réma, sur le Shulchan Aruch qui dit ça, il dit nous on a l'habitude de faire des matzot plus fines que ça, mais les matzot plus fines que le Réma, c'était beaucoup plus épaisse que ce que nous on fait aujourd'hui. C'était sans doute plutôt proche des matzot yéménites qui font un bon centimètre d'épaisseur. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. De la même manière, plus généralement, pour les Ashkenazim, il y a la question de la matzah ashira. On appelle matzah ashira. En réalité, toute matzah qui est littéralement enrichie, c'est ça que ça veut dire ashira, par autre chose. Et plus spécifiquement, on appelle matzah ashira une matzah qui est pétrie non pas avec de l'eau, mais avec du vin ou du jus de fruits. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que la Gemara dit que la farine pétrie avec du vin ou du jus de fruits, ou autre chose que de l'eau, en fait, ne va pas devenir chametz du tout. Et après, il y a une discussion chez Tosfot de savoir comment ça se fait, parce qu'il me semble qu'on voit ailleurs que ça pose des problèmes. Ils expliquent qu'en réalité, ça ne devient pas chametz que si c'est du jus de fruits pur ou du vin pur.
Mais dès qu'il y a un mélange avec un peu d'eau, alors au contraire, ça risque de devenir plus rapidement chametz. Donc c'est pour ça que les Ashkenazim, pendant Pessah, s'abstiennent de matzah hachira. Il faut expliquer un petit peu le fondement, on va dire, culinaire et chimique en réalité de cette discussion. Il faut savoir, donc, pour expliquer comment est-ce qu'une pâte devient chametz. Vous avez du blé ou n'importe quelle autre céréale panifiable, c'est-à-dire donc le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle, l'engrain, l'amidonnier. Vous avez vu que déjà j'en ai cité 6, alors que normalement il y en a 5, et j'ai même pas cité l'avoine qu'on fait en général rentrer dedans, même si c'est une céréale peu panifiable, parce qu'en réalité, bon, on peut considérer que l'engrain est une sous-famille du blé, tout comme l'amidonnier. Mais donc il y a toute une série de céréales panifiables, à l'exclusion par exemple d'autres céréales non panifiables comme le riz. Comment ça fonctionne? C'est que ces céréales panifiables contiennent essentiellement 2 éléments. Elles contiennent de l'amidon, c'est-à-dire du sucre, un sucre lent, et elles contiennent du gluten, qui est une protéine, okay, c'est-à-dire des chaînes d'acides aminés. Vous avez appris ça en biologie au lycée. Et donc, comment ça va fonctionner? À la surface de ces grains-là, vous avez des grains de blé, de toutes ces céréales, vous avez des choses qui sont véhiculés dans l'air, des micro-organismes qui sont de 2 types. Vous avez des champignons, plus spécifiquement des levures, et plus spécifiquement Saccharomyces cerevisiae, qui est connu sous le nom de levure de bière. Et son nom indique bien qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle sert à faire de la bière, cerevisiae. Et elle est Saccharomyces, c'est-à-dire qu'elle mange du sucre. Et donc, ces levures-là sont présentes à la surface du grain de blé. Et il y a autre chose qui existe aussi, qui sont des enzymes qu'on appelle des ferments lactiques, qui n'ont rien à voir avec le lait. C'est juste que c'est des ferments qui existent aussi dans le lait et qui sont celles qui vont qui vont transformer le lait en lait caillé et donc en yaourt. Et donc c'est ce qui donne ce petit goût acidulé qu'on retrouve aussi dans le levain, qui va donc faire une fermentation lactique. Mais ce qui nous intéresse, nous, surtout pour le chametz, c'est la fermentation avec les levures, qui est une fermentation alcoolique, qui, comme dans la bière, en mangeant le sucre, donc là en l'occurrence l'amidon, va dégager des gaz, comme la bière qui est pétillante. Sauf que dans le cas des céréales panifiables, comme il y a du gluten, le gluten c'est des filaments d'acides aminés, donc quand vous allez pétrir la pâte, ça va créer un réseau de gluten. Et donc quand il va y avoir cette fermentation alcoolique, le gaz dégagé par les levures va rester emprisonné dans ce réseau de gluten et va faire gonfler la pâte. Okay. Voilà comment ça fonctionne. Et donc c'est ça qui fait que ça devient chametz. Alors que si vous prenez du riz, où il y a de l'amidon et il n'y a pas de gluten, le riz va moisir en réalité, pourrir sous l'effet des levures, va fermenter. Vous pouvez faire du saké avec, mais vous ne pourrez jamais faire du pain parce qu'il n'y a pas de réseau protéinique qui fait que le gaz reste enfermé et que ça gonfle. Okay. Alors maintenant, on en vient à cette histoire de jus de fruits. Pourquoi est-ce qu'on dit que le jus de fruits, ça bloque le chimoutz des céréales panifiables? Parce que le jus de fruits, et plus précisément l'acide qui est dans le jus de fruits, va inhiber les levures. C'est pour ça que quand vous faites du levain, Yoni, tu sais ça mieux que moi maintenant, quand on commence un levain, c'est-à-dire qu'on va mélanger de la farine et de l'eau pour faire un bouillon de culture et des ferments lactiques et des levures,
on va commencer le levain non pas avec de l'eau, mais avec du jus de pomme ou du jus d'ananas, parce que comme les levures ont tendance à démarrer plus vite que les ferments lactiques et qu'on veut favoriser aussi le développement des ferments lactiques, on met de l'acide, comme ça les levures sont freinées dans leur développement et ça permet aux ferments lactiques de ne pas se faire bouffer par les levures. Okay. Et c'est pour ça aussi que vous voyez dans la Mishnah qu'on parle de la fabrication de levain précisément à partir de compotes de pommes et de choses comme ça vient de là. Et donc, c'est pour ça que si vous faites une pâte avec un jus de fruits bien acide, ça va devenir chametz beaucoup moins rapidement, voire pas possible du tout. Mais par contre, si vous diluez ce jus de fruits dans de l'eau et que donc vous faites baisser le taux d'acidité, vous augmentez le pH donc, alors vous n'allez pas avoir le bénéfice de cette acidité qui va inhiber les levures et au contraire, vous allez avoir une adjonction de sucre qui font que les levures vont s'éclater et ça va devenir chametz beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, on m'a posé la question cette semaine aussi, les carrés de levure fraîche qu'on a à la maison, c'est chametz ou c'est pas chametz? Merci. Les carrés de levure ou les sachets de levure sèche que vous avez à la maison ne sont pas chametz en soi, parce que ce sont juste des levures, d'accord? Ça n'a pas été fait à partir de céréales. Et ce n'est pas non plus cultivé sur un fond de céréales. C'est en général, on cultive ces levures-là sur de la mélasse de betterave, parce que c'est ce qu'il y a de plus sucré, donc c'est là où elles peuvent se faire un vrai festin. Donc, il ne s'agit évidemment pas de mettre de la levure ensuite dans votre farine, parce que sinon, c'est sûr que ça devient chametz. Mais vous n'êtes pas obligé de jeter cette levure en vous disant c'est chametz. Okay. Maintenant, les papouches à dos, c'est une problématique qui est un peu connexe. Les papouches à dos, comment ils font? Alors, ils vont faire de la matzah ashira, okay, c'est-à-dire avec du jus de fruits, donc qui ne devient pas chametz, mais pour faire gonfler la pâte, ils vont utiliser ce qu'on appelle de la levure chimique, qui est en fait de la levure boulangère. Pas la levure, c'est justement pas de la levure boulangère, qui est en fait du bicarbonate de soude. Okay. Et le bicarbonate de soude, quand il va être en contact avec de l'eau, ça va mousser, ça va faire aussi du gaz, ça va dégager du dioxyde de carbone. Et donc, pour le coup, ça va aussi gonfler. Sauf que ce gonflement induit par le bicarbonate de soude ne vient pas de la fermentation de la farine. C'est comme si vous preniez une pompe à vélo et que vous mettiez du gaz dans votre pâte. Donc, il y en a qui considèrent que Rav Ovadia Yosef considérait que c'était pas chametz. Il y a d'autres autorités qui considèrent que c'est chametz. Alors après, il y a eu plein d'histoires. Tous les ans, on entend des histoires de n'importe quoi, que c'est fait, qu'il y a des problèmes de vin pas cachère dedans, etc. Moi, je ne suis pas sur place. La raison principale pour laquelle j'achète pas de papouche à dos à Pessard, c'est que je trouve que c'est horriblement cher pour ce que c'est et qu'on peut très bien s'en passer pendant une semaine. On n'est pas obligé d'acheter 15 ou 20 euros la boîte de papouche à dos. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la matzah à Pessard. Voilà, d'autres questions? Non, moi, à part celle que j'avais envoyée, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Julien, Oui, sur la cachérisation du four, oui. est-ce qu'on est obligé Minadine, est-ce que simplement l'intérieur du four, les résistances, la hausse, c'est suffisant, enfin le joint en caoutchouc, enfin tout ce qui est accessible, c'est suffisant? Ou alors, parce que j'ai eu des échos de personnes qui disent qu'il faut même démonter l'arrière du four pour accéder à la ventilation éventuellement si c'est une chaleur tournante. Enfin, les parties qui sont vraiment en contact, comment dire, indirect. Est-ce que ça aussi, ça doit être vaporé, enfin, cachérisé, nettoyé, etc. Ou est-ce que ça peut rester à l'arrière de la grille et on n'y touche pas? Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, c'est une question.
J'ai nettoyé le four tout à l'heure, donc je me suis posé la question aussi. Euh, c'est pas évident. Mais en réalité, réfléchissons un peu à comment ça marche à la route du four, parce qu'on se fait toute une montagne de ça, alors que c'est pas si dramatique que ça. Quand est-ce qu'il va y avoir un transfert de goût? Quelles sont les conditions générales en cache-croûte pour qu'il y ait un transfert de goût? Il faut qu'il y ait un certain degré de chaleur et il faut qu'il y ait un médium, qu'il y ait soit un contact direct, soit qu'il y ait un médium liquide, que ça passe de l'un à l'autre. Donc, dans un four, normalement, il n'y a pas ça. Okay, c'est-à-dire que on fait une cuisson à sec, on ne remplit pas le four de liquide, et ce n'est pas en contact direct avec les parois du four. Et donc, ce qui fait qu'il y a une discussion dans la halakha, justement dans Masechet Psachim, de savoir est-ce que, par exemple, on peut faire cuire du kasher et du taref en même temps, dans un même four. Lévi, il dit oui. Il dit que finalement, l'odeur qui va se dégager du taref ne va pas contaminer le kasher. Et Rav, il dit que non, que le taref va contaminer le kasher. Okay. Si on fait cuire en même temps. Là-dessus, il y a deux rishonim qui sont importants. D'une part, il y a Tosfot qui dit la halakha. Alors, la plupart des rishonim disent quand même que la halakha, elle est comme Lévi, qu'il n'y a pas de problème. Tosfot, et c'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch, dit la halakha, elle est comme Rav, que ça pose un problème, mais que dans des petits fours. Pas dans des grands fours. Or, nos fours, en réalité, sont quand même pas des grands fours, c'est des petits fours. Donc, ça pose un problème. Première chose. Et on a un autre souci qui est que le Rif lui considère que c'est pas un problème, que la halakha est comme Lévi, et donc cette recha, cette odeur n'est pas un problème parce que c'est un interdit, mais qui est toujours en quantité suffisamment infime pour être annulé. Okay. Donc ça, pour Pessah, ça nous pose deux problèmes. D'une part, parce que la halakha, elle est tranchée par le Shulchan Aruch comme Rav, donc c'est un problème. Et d'autre part, que si on suivait le Rif dans la manière dont il l'exprime, même selon Lévi, ce serait un problème puisqu'il n'y a pas de bitoul à Pessah. Okay. Maintenant, ce Rif-là, il est quand même assez clairement réfuté par le Ran, qui dit non, le Rif, c'est une façon de parler, mais ce n'est pas vraiment le problème qu'il y a. Ensuite, finalement, le souci qu'il va y avoir, c'est... je sais pas, c'est compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de problème, parce que finalement, ces résidus que tu vas avoir, déjà, sont plus vraiment du chametz, c'est juste de la saleté. D'accord, c'est pas quelque chose qui est mangeable du tout. Et en plus, ça reste quand même derrière la grille. Si en plus tu actionnes la chaleur tournante, par définition, c'est quelque chose qui va aller vers, qui va attirer, quoi. Donc l'air va aller vers l'extérieur et pas l'intérieur. Non, c'est-à-dire, je vois le problème, mais j'ai jamais vu personne prendre la peine de démonter le four pour nettoyer. Je pense qu'il faut faire vraiment le mieux qu'on peut, sachant que de toute façon, si on cuit dans un plat couvert dans le four, alors c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Moi, si j'avais quelque chose à conseiller, ce serait plutôt ça en réalité. C'est nettoyer le mieux qu'on peut et faire en sorte que quand on cuit des choses dans un four où il y a
et éventuellement des vieux résidus de Hametz sur l'hélice de la chaleur tournante, de cuire dans un plat couvert ou avec de l'alu dessus, etc. Et là, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai encore une. Vas-y, on est là pour ça. Sur la consommation de matzah. Pour les personnes qui ont du mal à consommer tous les kazaïtim, est-ce qu'il vaut mieux manger un seul bon kazaït 17-18 grammes à je ne sais pas quelle étape, ou alors manger, répartir sur les, on va dire, sur la quantité totale mangeable sur les différentes étapes où il faut manger de la matzah? Non, moi je pense qu'il vaut mieux répartir parce que les shiurim qu'on donne aujourd'hui, c'est des shiurim qui sont très gros. On parle, il faut savoir raison garder. On parle de kazaït, quelque chose qui fait la taille d'une olive. Okay? Donc, même si tu prends une grosse olive, on reste en dessous des mesures qu'on a tendance à donner. Et comme je le disais, voilà, c'est aussi en fonction de la personne. C'est ce qui est que la personne est, c'est la quantité minimale pour une personne qui est considérée comme avoir mangé et pas juste avoir goûté. Donc si la personne elle mange voilà, un sixième de matzah, en général c'est ça, les gens qui ont du mal vont manger la moitié du shiur chazonish que je vais donner. Et si tu manges la moitié du shiur chazonish, tu es déjà tranquille pour la plupart des autres chitotes. Après, si on a des problèmes de santé, c'est encore un autre problème. Mais... Non, je parle d'une personne bien portante, juste que voilà, quoi, la matzah ne passe pas bien. Quoi. Ouais, et ben, ils prennent un petit peu, histoire qu'ils aient l'impression qu'ils ont mangé à chaque fois, les 4 kazaïtes. Et ça suffit largement. Ok. Ok, vous voulez qu'on voit un peu le seder? Oui, non. Bah ouais, avec plaisir. Hein, on va... Bon, j'ai déjà mis sur Facebook, mais on va réviser un peu la structure, c'est toujours important. Alors attendez, que je trouve... Est-ce que j'ai une agada dans ce marque-là? Est-ce qu'il y a une agada là-dedans? Oh là là, ça devient terrible. Hein. Faut passer aux progressives. Ouais, ça y est, elles sont commandées là. Bah, après, ça fait bizarre. Mais bon. Non, il n'y a pas là-dedans. Ah, attendez. Parce que c'est vrai qu'on s'y perd complètement dans cette structure de la Haggadah, alors que ce n'est pas si compliqué que ça en réalité. C'est excellent bouquin, le Yad Mitzrayim. Pardon? C'est le Yad Mitzrayim? Ouais. Que j'ai connaître, j'ai adoré. Elle est bien, hein? Très très bien. Ah, super. Alors, le soir du Seder, il y a plusieurs mitzvot. Il y a des choses qui relèvent tout simplement du repas de Yom Tov. Il y a des choses qui relèvent de ce qu'on doit manger à Pessah spécifiquement. Et il y a ce qui relève de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et en fait, tout ça va être mélangé. Tout ça va être imbriqué. Donc c'est pour ça qu'on commence par le Kiddush, qui en fait n'a rien à voir avec le Seder, d'accord? C'est juste le Kiddush de Yom Tov. Okay. Ensuite, on va avoir Urchatz, Karpas et Yahatz, qui sont un peu sur les deux tableaux. C'est-à-dire c'est à la fois des choses qui concernent juste le repas,
d'accord, puisque c'est quelque chose qui se faisait. C'est-à-dire finalement, à la base, cette histoire de faire Karpas, ça faisait pas. C'était exactement la même chose que la kémia à l'époque. Okay, c'était que dans l'Antiquité hellénistique romaine, avant de commencer le repas proprement dit, on grignotait un petit peu, voilà, des apéritifs, la kémia ou le mezzé, comme on dirait chez les Libanais. Okay. À la base, c'est ça. Et ensuite, on fait yahatz. Yahatz qui est un peu bizarre puisqu'on va casser la matzah, alors que normalement, on a besoin de garder le pain entier si c'est un repas de fête. Okay. Et donc, c'est ces choses-là. Et en fait, c'est presque plus yahatz que Orchatz Karpas qui va susciter les questions. Et on va passer donc au Maguid. Maguid qui est la partie centrale, mais il faut comprendre comment le Maguid il est structuré. En fait, la partie centrale du Maguid, proprement dite, elle commence avec elle commence avec Arami Oved Avi en réalité. D'accord ? De Arami Oved Avi jusqu'à finalement l'histoire des 10 Makot et en gros jusqu'à Dayenu, c'est ça le cœur du Maguid. Pourquoi ? Parce que finalement, on va prendre un texte de la Torah qui est dans le Deutéronome, qui est la formule rituelle qu'on prononçait quand on apportait les premiers fruits de la terre au Beth Amikdash, qui dit soit mon père était un araméen errant, soit un araméen a cherché à perdre mon père, et il est descendu en Égypte et il a résidé là-bas en petit nombre et il est devenu là-bas une grande nation, etc. Okay, tout ce texte-là. Et ce texte-là, on va le commenter, le déployer sur un mode midrashique en faisant des parallèles avec d'autres passages de la Torah. Okay. C'est ça le centre du Maguid. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi on fait des trucs avant. Parce que le but, c'est d'arriver pas seulement à faire le récit de la sortie d'Égypte, mais à transmettre à nos enfants pourquoi on fait le récit de la sortie d'Égypte ce soir. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette histoire de Yahatz, justement et on va dire donc Al-Ahma'ania, pour inviter les enfants à poser les questions. Donc c'est là qu'on passe à Manishtana. Et après Manishtana, on répond aux enfants, tout d'abord de manière très générale, même pas sur le récit de la sortie d'Égypte, mais juste on leur dit que Dieu nous a délivrés d'Égypte et qu'il nous a délivrés d'Égypte et nous a donné la mitzvah de faire ce récit-là ce soir. Et on continue avec Maaseh Berabi Eliezer, etc., toute l'histoire des Chachamim à Bnei Brak, pour dire, vous voyez les enfants, c'est pas que pour les enfants, même les plus grands Chachamim de tous les temps sont astreints à cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, eux vont pas le faire comme nous on l'a fait, mais chacun va le faire à sa mesure. Et c'est pour ça qu'on passe ensuite aux 4 enfants pour expliquer comment est-ce qu'on peut faire tous les ans le récit de la sortie d'Égypte, parce que finalement on va adapter ce récit-là en fonction de la réceptivité de chacun. C'est-à-dire, il y en a qui sont chachamim, ils vont faire le seder d'une certaine manière. Il y en a qui sont plus simples, ils vont faire le seder d'une autre manière, mais ça vaut pour tout le monde. Et il y en a pour chacun. Et c'est justement comme ça qu'on va pouvoir avoir cette
approche midrashique du Seder, du Maggid, c'est-à-dire qu'à partir d'un même texte clé, on va pouvoir étendre et on va rapporter d'autres textes qui, eux, vont amener des commentaires qui, à leur tour, vont amener d'autres commentaires, etc. Alors, et c'est ça qui rend justement le texte vivant et actuel. Et donc, avant de commencer ce récit-là, on explique aux enfants, vous savez, pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte, c'est si important, au point qu'on doit en faire le récit chaque année et de le vivre comme si on l'avait vécu nous-mêmes, parce que ce n'est pas que une histoire qui est passée, c'est quelque chose qui s'intègre qui est un moment pivot dans l'histoire universelle. Et donc c'est pour ça que après on leur dit, voilà, vous savez, bien avant l'esclavage en Égypte, nos ancêtres étaient idolâtres, et il y a eu toute une généalogie de peuples qui concerne finalement toute l'humanité, et que c'est comme ça qu'on a été amené en Égypte, et que Hachem avait tout prévu, que cette descente en Égypte s'inscrivait, que ce n'est pas arrivé dans un accident, par accident, ça s'inscrit dans un projet plus large de l'action divine dans l'histoire. Donc, c'est le fameux Veish et Hamda, okay, et qui va amener ensuite au Maggid proprement dit. Et c'est pour ça que le texte clé du Maggid, ça ne va pas être un texte de l'Exode où on pourrait penser que c'est un récit historique, mais que ça va être ce passage dans le Deutéronome qui inscrit la commémoration de ce moment historique dans le vécu des gens qui apportent chaque année les premiers fruits de leur récolte au temple pour remercier Dieu de ses bienfaits continuels, donc pour inscrire la sortie d'Égypte comme lien entre l'exil et l'ignorance du temps de l'idolâtrie jusqu'à la délivrance en Eretz Israël. Okay, et donc ensuite on déroule comme on l'a dit, le Maggid, où on va reprendre chacun des membres de phrase de ce texte clé en l'éclairant par des passages de l'Exode et par la tradition midrashique, pour finalement arriver à la description des 10 plaies. Et là aussi, on va d'abord avoir juste une énumération et ensuite une amplification, et on arrive avec l'histoire des plaies sur la mer Rouge, avec les 10 plaies qui deviennent 50, qui deviennent 200, qui deviennent 250. Pour ensuite conclure sur le fait que de la même manière que l'histoire de l'esclavage en Égypte s'inscrivait dans un projet historique plus large, de la même manière, les miracles de la sortie d'Égypte s'inscrivent dans une théologie plus large de l'intervention miraculeuse de Dieu dans l'histoire à chaque étape. Et donc là, c'est le Dayenu. Et donc vous comprenez. Et ensuite, on passe à quelque chose qui est sensiblement différent, qui n'est plus le Maggid proprement dit, qui est le fait qu'on doit, de la même manière que le Maggid joue un rôle primordial par la parole dans le Seder, les parties proprement rituelles du Seder, c'est-à-dire la consommation du Pessah à l'époque, de la Massa et du Maror, doivent être accompagnées par la parole. Et donc là, c'est le passage, Rabban Gamliel dit il faut, quiconque n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror ne s'est pas acquitté de la mitzvah de Pessah. Et donc, on va citer les trois en expliquant pourquoi on le fait. Et ensuite, on conclut en disant, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que nous avons l'obligation de remercier Hachem. Et on passe ensuite au Hallel. Et en réalité, à l'époque ancienne, à l'époque où il y avait encore le Beth Amikdash et où on ne faisait pas vraiment le Seder comme on le fait aujourd'hui, il n'y avait pas forcément le Maggid tel qu'on le fait nous. Par contre, il y avait le Hallel. Le Hallel était très présent. Et le Hallel, vous le voyez, on en lit la moitié avant le repas proprement dit, et on va en lire l'autre moitié à la fin du repas.
c'est quelque chose qui est notamment attesté dans les évangiles, figurez-vous, puisque le dernier repas de Jésus, c'est un seder de Pessah. Et indépendamment de ce que ça vient nous dire de la théologie chrétienne, et on trouve dans les mots grecs des références claires à certains éléments du seder, c'est-à-dire qu'on parle de au moins 2 coupes de vin, c'est-à-dire la coupe du Kiddush et la coupe du Birkat Hamazon. On trouve la matzah, on trouve le fait de tremper dans quelque chose qui peut être soit le maror, soit le karpas. Et on nous dit qu'ils finissent leur seder en chantant des psaumes. Donc en fait, ils font le hallel comme nous, puisque en fait, ils sont juifs à la base. Ils font un seder juif. Okay, et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a clôturé ce temps de parole proprement dit, on va consommer la matzah, puisque c'est une obligation d'Eoraita. On va consommer le maror, puisque ça, c'est une obligation qui aujourd'hui n'est que des Rabbanan, puisque la mitzvah d'Eoraita de manger le maror, c'est uniquement avec le Korban Pessah. Ensuite, on fait le repas, qui est un repas de Yom Tov, okay, qui n'a rien à voir avec Pessah en tant que tel. Et à la fin, on va manger la ficomane qui vient en remplacement du Korban Pessah qu'on mangeait normalement à la fin. Et après, on fait Birkat Hamazon comme à n'importe quel repas. Et on finit par le Hallel, qui lui fait partie aussi donc, du rituel spécifique à Pessah, mais pas à la Haggadah. D'accord ? Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. Dernier point important, parce qu'à chaque fois, on s'embrouille. Alors, quand est-ce qu'on couvre les matzot? Quand est-ce qu'on découvre les matzot? C'est assez simple, en fait. En gros, on couvre, il faut que les matzot soient découvertes quand on fait le récit de la sortie d'Égypte. Parce que, comme on le dit dans la Haggadah, quand est-ce qu'il y a une mitzvah de Haggadah? Bizman chez Amatzot Munachim Lefanecha. Chez Matzah Umaror Munachim Lefanecha. Quand on a les matzot qui sont posés devant nous. Donc, quand on fait les parties du Maguid, proprement dit, qui concernent le récit de l'esclavage et de la sortie d'Égypte, il faut que les matzot soient découverts. Il faut qu'on les ait devant nous. À l'inverse, dans les passages qui vont finalement resituer la sortie d'Égypte dans le contexte plus large du plan divin de l'histoire et des miracles que Dieu fait à travers l'histoire, où là, donc, on va évoquer en fait la présence divine dans l'histoire, présence divine qui est symbolisée par le vin. Alors, on va lever le verre de vin, parce que c'est le vin qui devient l'élément central qui symbolise la présence divine à travers l'histoire, et pas les matzot qui symbolisent la sortie d'Égypte en particulier. Et donc, comme on lève le verre de vin, on couvre les matzot, de la même manière que quand on fait le kiddush, n'importe quel Shabbat, on couvre le pain. Okay, donc, c'est ça, en gros, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, c'est bon? Moi, j'ai remarqué que c'était très utile d'expliquer ça aux enfants parce que ça leur permet et aux adultes, parce que ça leur permet de comprendre qu'on n'est pas juste en train d'enchaîner des textes en hébreu qui n'ont rien à voir et sans savoir où on va. Voilà, vous avez d'autres questions? Vous voulez qu'on parle, je ne sais pas, moi, de quoi on pourrait parler? Comme vous voulez. Il me semble que j'avais posé la question sur les 4 questions qui sont posées. C'est pas celle-là que j'avais posée. J'ai pas souvenir de la question dont j'ai posée. Ah, je ne sais plus, vous l'avez posée sur quoi? Sur WhatsApp? Non, je l'ai envoyée sur Messenger. Je vais la retrouver. Je crois que je l'avais envoyée sur Messenger, il me semble. Ouais, voilà.
La symbolique des 4 coupes de vin, quel parallèle peut-on faire? Est-ce qu'on peut se poser la question du passage générationnel? C'est-à-dire du passage générationnel. C'est-à-dire le fait quand on pose les 4 questions, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de transmettre des messages aux générations futures et de la déperdition au fur et à mesure des générations qui passent, de la perte justement du récit? Et quel rapport avec le vin, en fait? Ça, je ne comprends pas. Mais non, en fait, ce n'est pas les coupes de vin. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis coupes de vin. C'est les 4 questions. Je ne sais pas Oui, pourquoi c'est sorti coupe de vin. C'est les 4 questions. c'est sûr. C'est-à-dire que... moi, je trouve ça très fort, ce passage de Manishtana. Par son inclusivité et sa pédagogie. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que, bah oui, tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants qui pichent tout de suite et il y a des enfants qui, au contraire, sont trop timides pour poser des questions, qu'il y a des enfants qui sont en rébellion aussi et pourtant ils sont quand même inclus. Le langage est dur. Mais pourquoi est-ce que ce langage est dur? Finalement, qu'est-ce qu'il dit le rachat? Il s'exclut du propos parce que par individualisme en réalité, d'accord? C'est le discours qu'on entend toujours. Okay, non, mais moi je veux pas faire partie de la masse. Ça, c'est un truc pour les moutons. Moi, je veux réfléchir par moi-même, etc. Et ce qu'on lui dit, c'est que finalement, il y a un mauvais individualisme, comme ça, c'est-à-dire de croire que c'est quelque chose qu'on a pas mal observé. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans toute la crise qu'on a vécue cette année-là. Et en fait, plus généralement, dans toutes les histoires de complotisme. Que les gens ont l'impression d'être des libres penseurs quand ils pensent différemment de la pensée dominante. Sauf qu'en réalité, la contre-pensée est aussi une pensée grégaire et dominante, d'accord? C'est juste qu'on a choisi un autre discours et en pensant qu'on s'est mis à l'écart, alors on pense qu'on est devenu libre ou plus intelligent que les autres, etc. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Que justement, il faut dépasser. Je pense que c'est ça que ça nous dit le rachat. C'est-à-dire, oui, être rebelle, c'est bien. C'est bien d'être rebelle. Il y a un âge où c'est bien d'être rebelle. Mais au bout d'un moment, être rebelle ne suffit pas pour être authentique. Et que finalement, parce que pourquoi c'est frappant? Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il dit le rachat? Il dit Ma avoda azot lachem, d'accord? Lachem velolo, pour vous et pas pour lui. Donc il oppose un pluriel à un singulier. Et alors, qu'est-ce que nous on lui répond? Ba vourze asa Hashem li betsetim et mitzraim. D'accord? C'est pas, on lui répond pas qu'il a fait ça pour nous, on lui répond qu'il a fait ça pour moi. Donc on lui répond par une autre individualité. D'accord? Et on lui explique, ok, ça y est, tu as fait ta crise d'adolescente, tu as fait ta critique voltairienne du grégarisme religieux, ok, c'est bien. Maintenant, sors un petit peu de cette posture-là, stérile, qui finalement n'a rien d'original parce que tout le monde passe par là à un moment ou à un autre, et essaye d'être authentiquement toi-même, être un vrai individu qui pense par soi-même, et pas seulement par opposition à ce qu'il perçoit comme la pensée dominante. Et c'est cette subjectivité qui fait que voilà, qu'on va assumer une vraie responsabilité et donc une vraie transmission qui passe pas par l'imitation grégaire de ce que faisaient les ancêtres et qui passe pas non plus par juste je vais faire l'inverse de ce que mes parents ont appris. Et je pense qu'on ne peut être un vrai transmetteur que si on a dépassé ces deux étapes-là, quoi. Je ne pense pas du tout que le message ici de la parabole du rachat
soit de nous dire il faut préserver les traditions et les valeurs du groupe contre les ennemis de la foi. Je pense qu'on nous incite à dépasser ça. C'est ce que Pascal disait et ce que Maïmonide dit aussi. Pascal, dans les pensées, il a comme ça une critique sur ceux qu'il appelle les demi-savants. Il y a les ignorants qui font bon comme on a toujours fait. Après, il y a les demi-savants qui, parce qu'ils ont fait la critique de ce que les autres faisaient, croient qu'ils peuvent s'installer tranquillement dans leur opposition parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Okay, ça, c'est les éditorialistes, okay, c'est les critiques, etc. Mais eux aussi, ils sont finalement dans un conformisme de la pensée. Alors que les vrais savants, eux, ont dépassé ce narcissisme du penser contre pour assumer une pensée authentique. Et Maïmonide dit la même chose par rapport justement au récit des Chachamim, mais en réalité par rapport à toute la religion. Il y a trois groupes. Il y a les ignorants, les gens, les pieux. Plus c'est bête, plus c'est contraire au bon sens, plus ils pensent que c'est ça la religion. D'accord ? La preuve que tu es vraiment froum, c'est que tu fais des trucs qui sont contre le sens commun, et ça prouve que toi, tu es un vrai, tu vois, que tu es prêt à sacrifier tout pour Dieu, etc. Non, mais c'est juste qu'en fait, tu réfléchis pas à ce que tu fais et tu es dans un conformisme total. Alors ensuite, il y a ceux qui sont dans la critique de ça et qui se disent ah ouais, alors parce que chez les sages ou dans la Torah, il y a des trucs qui ont l'air bizarres ou qui ont l'air irrationnels, alors ça veut dire que la religion, c'est irrationnel. Et moi, tout le monde était un idiot sauf moi. Et moi, j'ai tout compris et je m'installe dans un confort comme ça, d'être dans le rationalisme irreligieux. Et en réalité, je suis très content de ma quasi-ignorance parce que ça ne demande pas un grand effort que de critiquer la religion. Surtout à notre époque. Et ensuite, il y a un troisième groupe, et Maïmonide dit, je ne sais même pas si on peut appeler ça un groupe, tellement on est peu nombreux, des gens qui se disent, attends, ok, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ont l'air étranges, des choses qui ont l'air irrationnelles, voire idiotes. Maintenant, si les sages ont mis ça par écrit, si ça a été transmis de génération en génération, qu'il y a des centaines et des milliers de gens qui ont trouvé du sens là-dedans, de manière tout simplement probabiliste, il y a quand même peu de chances que ces centaines de milliers de personnes aient toutes été des idiotes et dans le tort, et que moi, tout d'un coup, parce que j'ai réfléchi 30 secondes, alors j'ai raison contre tout le monde. Non, ça vaut peut-être le coup de se poser la question de peut-être j'ai raté quelque chose, peut-être qu'il y a un sens profond derrière le sens apparent qui a l'air irrationnel, et que en réalité, cet aspect irrationnel est une façade qui sert à protéger la profondeur du véritable sens qui ne s'atteint que par l'effort. Et en fait, c'est tout le travail qu'on va faire dans le Maguide, c'est-à-dire à partir de textes qui nous paraissent un peu abscons, parfois un peu bizarres, on va essayer d'en tirer des enseignements spirituels qui font sens pour nous aujourd'hui. C'est ça tout le travail de la Haggadah. Oui, monsieur Krief. Oui, j'ai une question d'ordre général. Je suis tombé plusieurs fois sur un Maharal que je n'ai pas compris. Ça arrive. Oui, oui. Enfin, si avec celui-là que je ne comprenais pas, ça irait. Mais il dit comme ça que les Yetziat Mitzrayim, c'est la source de toutes les délivrances. Alors, moi, je l'ai compris à ma petite échelle, comme ce qu'on dit au début de la Gada, que si Hachem ne nous avait pas délivrés, alors nous-mêmes, on sera encore en Mitzrayim. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette Mitzrayim, c'est la source de toutes les délivrances? C'est quelque chose qui nous touche aujourd'hui
qui est censé nous toucher aujourd'hui aussi. Donc, comment ça fait? Je ne sais pas si ma question est claire. Parce que, regarde, nous, on vit une époque où la délivrance, ou appelle ça, je ne sais pas, tu peux appeler ça la révolution, tu peux appeler ça la tchouva, tu peux appeler ça le changement, etc. On est dans ce paradigme-là, ok, dans un paradigme post-révolutionnaire, j'ai envie de dire. Donc nous, ça nous paraît évident. Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout, d'accord. C'est-à-dire, il y a vraiment deux paradigmes qui s'opposent, qui vont dire qu'il y a du changement dans l'histoire, et qu'un individu, il peut changer, et qu'un rachat, il peut devenir tzaddik. Okay. Nous, ça nous paraît une évidence, mais ce n'est pas du tout une évidence. Pas du tout une évidence. C'est-à-dire que alors l'Égypte, c'était le paradigme de ça. L'Égypte, il faut bien voir que c'est une civilisation, comme je l'ai expliqué sur Academ pour ceux qui ont suivi ça, c'est une civilisation qui n'a pas bougé pendant 3500 ans. Okay. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, les pyramides, c'est les toutes premières dynasties. Les hiéroglyphes, ça apparaît dans les toutes premières dynasties, ça ne bouge pas après pendant 3500 ans. Le sphinx Birklal, c'est peut-être de l'époque pré-dynastique. Donc ça n'a pas bougé. Et donc, tout le travail de la religion, c'était de faire en sorte que les choses ne bougent pas, qu'on assure la perpétuelle répétition du même. Et donc, là-dedans, il n'y a pas de délivrance possible. Okay. Et même dans la pensée grecque, tu vois chez Aristote, on pourrait discuter dans quelle mesure il croit vraiment à ce qu'il écrit, mais comment est-ce que Aristote il justifie l'institution de l'esclavage? Il dit parce qu'il y a des gens qui sont nés esclaves, qui sont nés pour être esclaves, qui ont une nature d'esclave, et qui ne peuvent pas être autre chose. Et donc, c'est normal qu'ils soient esclaves, et c'est absolument inimaginable de penser qu'un esclave va devenir un homme libre. C'est deux espèces différentes, c'est comme des chats et des chiens. Et tout le discours qu'on a aujourd'hui, il est beaucoup là-dessus, finalement, de dire que les choses ne peuvent pas changer, qu'on voit ça au niveau politique aussi, hein, que finalement on ne peut rien faire, que c'est les mécanismes du marché qui décident, tout ce genre de discours. Okay. Et de la même manière, de nous dire aussi que finalement les facteurs sociologiques jouent un rôle déterminant dans la criminalité, dans les choses comme ça. Et c'est vrai, c'est pas que c'est faux, c'est que ça fonctionne comme ça, mais que malgré tout, de manière irréductible, il y a une possibilité de révolution, il y a une possibilité de changement radical, et donc il y a une possibilité de délivrance. C'est intéressant de voir que le Maharal, il écrit ça dans un contexte où finalement les choses n'ont pas foncièrement bougé pour les Juifs déjà depuis 1600 ans. Okay. Il y a un espoir messianique, mais il est très loin de s'imaginer que le statut des Juifs pourrait radicalement changer d'un jour à l'autre, alors que c'est quelque chose que finalement on a connu. D'accord. Alors, évidemment, on pense à la création de l'État d'Israël, mais il n'y a pas que ça. On peut penser aussi tout simplement au fait que la Révolution française a fait en sorte que les Juifs soient des citoyens au même titre que tout le monde, qui était absolument impensable au début du XVIIIe siècle. On pensait voilà, que l'Église catholique est complètement répudiée officiellement toute la pensée anti-juive véhiculée pendant 1900 ans. C'est quelque chose, peut-être le Maharal l'aurait cru parce que lui, il avait justement cette vision de l'histoire, que les choses pouvaient radicalement changer. Mais vous l'auriez dit aux chrétiens, ils auraient dit, bah non, c'est sûr que ça ne changera pas, c'est la doctrine immuable de l'Église. Donc,
Je pense que c'est ça qu'il veut dire. C'est pas plus que, enfin, c'est déjà énorme, quoi, en fait. Et d'ailleurs, on voit ça. Oui, quelque part. Tu vois, c'est le Shla, le Shla qui écrit à peu près à la même période que le Maharal, il explique comme ça la symbolique de la matzah et du Hametz. Il dit pourquoi est-ce que la matzah, c'est le symbole justement de cette possibilité d'une nouveauté radicale. Il dit parce que, comme le Midrash le dit, Midrash Rava, hein, le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, c'était un arbre à pain. Et qu'est-ce qu'a dit le serpent? Il a dit non, il a dit à Chava, non mais vous obéissez à Dieu parce qu'il a créé le monde. Mais le monde n'a jamais été créé. Regarde le pain. Pour faire du pain, tu as besoin du levain. Et pour faire du levain, tu as besoin du pain. Donc finalement, c'est un cycle infini. Et le monde n'a jamais eu de commencement. D'accord? Donc n'écoute pas Dieu, qui est juste une créature céleste qui est dans le temps comme tout le monde. Et vas-y, éclate-toi. Et donc, justement, la matzah, ça vient montrer qu'il y a la possibilité voilà, d'une nouveauté radicale qui est un pain sans levain. Ça répond à ta question? Ça m'éclaire, ça m'éclaire. Ça m'éclaire, ça m'éclaire. Sachant aussi que quelque part, le pain, c'est, comme tu l'as décrit tout à l'heure, c'est le résultat d'un processus qui est naturel et inévitable. Quand tu mets de l'eau et de la farine, ça va fermenter et on sait ce qui va se passer. Donc, quelque part, c'est effectivement ce que tu dis, la matzah, c'est l'anti-déterminisme, quoi. Ouais. C'est cette option comme tu dis, quoi. C'est cette possibilité d'avoir un renouveau et un changement. Okay. Ça répond à ma question. Ça m'éclaire énormément. Merci beaucoup. Ouais, super. D'autres questions? Simon, je te vois caché derrière ta photo et ton micro. Le temps que j'allume le micro, salut. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Non, écoute, pas de questions. Je pense que j'en aurais eu davantage si j'étais arrivé un petit quart d'heure plus tôt. Voilà. Bon, alors si vous voulez, on va arrêter là, parce que je pense que tout le monde est naze et tout le monde a encore beaucoup à faire. Alors écoutez, Chag Sameach. Merci, Pessar Sameach à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, vous m'écrivez par WhatsApp, Messenger, etc. Je réponds avec plaisir. Ok, merci beaucoup et puis très très bonne fête. Pessar Sameach à tout le monde. Et faites attention à vous. Vous Merci. aussi. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Ça marche.